Je suis Alain Mabankou. Suivez-moi sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une émission spéciale que nous vous proposons avec un homme que vous avez vu dans les médias, sur tous les supports aujourd'hui. Et il est avec nous, c'est Alain Mabankou. Il est donc l'auteur de ce dernier roman, Les cigognes sont immortelles. Avec Alain Mabankou, on va revenir sur son actualité littéraire et surtout sur le contenu de ce livre, parce que pour certains, ce serait peut-être un livre d'histoire, puisque vous avez là-dedans des événements historiques qui marquent le Congo et qui continuent à marquer l'histoire du Congo. C'est peut-être aussi un livre de géopolitique, puisque là-dedans vous apprenez comment étaient les relations entre les soviétiques et certains pays africains dans les années 70, où le camarade Marien Wabi était souvent chez nos amis et surtout chez les camarades du côté de l'Est. Voilà donc, mesdames, messieurs, au menu de cette émission. Je ne serai pas seul, je suis donc en compagnie de Bédel Baona. Bédel Baona, bonjour. Bonjour, c'est Makoso. Bonjour, notre Alain. invité ici, Alain Mabankou, bonjour. Bonjour. Merci une fois de plus de nous accueillir. Alors, vous voyez, le décor, c'est un peu spécial, puisque nous sommes ici dans les jardins, c'est pas le jardin d'Éden, mais enfin, c'est le jardin des Récollets, la résidence Alain Mabankou, qui nous accueille ici, dans cet univers qui est aussi le sien. Vous voyez, un peu coloré à son image. Alain Mabankou, tout le plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous venez de publier donc votre dernier roman, Les cigognes sont immortelles, chez Seuil. Je me disais, est-ce que c'est vraiment un roman? Quelque part on dit, bah oui, c'est un roman, puisqu'il y a quand même un peu les procédés qu'on peut retrouver dedans. Mais aussi, on se dit, est-ce que c'est pas un livre d'histoire? Parce que si au Congo, il n'y a pas de manuel d'histoire, certains pourront dire commencer, en fait, à s'instruire à partir de ces livres, puisque là aussi, vous retrouvez des événements très importants et surtout un moment particulier, cette fameuse révolution qui a amené des hommes et ces hommes qui sont en train de s'entretuer. Et là aussi, souvent, Alain Mabankou, vous le savez, on ne cite pas les contemporains. Or là, les contemporains sont bel et bien cités. Je vais rester sur le plan romanesque. Bédel Baona, vous avez lu ce roman. Quelle critique en faites-vous? La critique, je ne sais pas si vous voulez peut-être un avis, mais ça je vous le donnerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai peut-être une ou deux questions à poser à l'auteur. Allez-y. Alors, Alain Mabankou, quand on écrit un roman de ce genre, Oui. à la première personne, donc c'est un roman, comment dirais-je, pour moi, il est hétérogénégique. Est-ce que l'on peut dire qu'il y a un peu de vous-même? Je pense que c'est une question fondamentale. Je pense que dans tout roman, un auteur met toujours sa propre existence en jeu, met toujours ses propres passions, ses enthousiasmes à l'intérieur. Et quand je prends la première personne du singulier je, directement, je recommande pratiquement au lecteur de se dire que quand vous allez vous associer dans ce roman, non seulement ça sera moi, mais dans la mesure où vous-même, dans votre inconscience, vous avez dit « je », eh bien le roman devient celui de la lectrice, du lecteur et finalement, dans le cas du Congo, du Congolais qui cherche à entrer à l'intérieur. Oui, bon, maintenant, vu la gravité du sujet, parce que le sujet est grave, sinon il y a même plusieurs sujets, même en filigrane, sans que ça parle du Congo, pourquoi avoir fait le choix de ce narrateur un petit peu, comment dirais-je, adolescent, qui ne s'implique pas en fait, alors que la gravité du sujet, l'importance du sujet aurait voulu peut-être que le narrateur s'implique davantage, ou bien qu'il contrecarre même les plans de certains personnages un peu qui glissent vers, comment dirais-je, un certain extrémisme. Pourquoi avoir fait le choix de ce narrateur jeune? Bon, je comprends qu'il y ait un esprit de l'enfance chez Alain Mabankou depuis un bon moment. Bien sûr. Depuis demain, j'aurai... grand enfant. Ouais, voilà. Demain, j'aurai 20 ans. Voilà. Petit Piment aussi. Petit Piment, voilà. Moïse n'a que 13 ans, je crois. Et ici, il est au collège des Trois Glorieux, je crois. Voilà. Vous qui connaissez bien Pointe-Noire, donc il doit avoir 13-14 ans. Voilà. Alors, donc je me pose la question, mais qu'est-ce qui se passe chez Alain Mabankou? Est-il fâché avec les adultes ou pas? Pourquoi le choix de ce narrateur adolescent, vu l'importance du sujet? Mais je pense, Bédel, vous avez raison, mais je pars aussi du principe que la vraie vocation d'un écrivain part de son enfance.
L'enfant, c'est quelqu'un qui croit que tout est possible. L'enfant pense qu'il peut déplacer les montagnes, que son père, c'est le plus fort du monde, que son pays, c'est le plus beau du monde. Et quand cette enfance est entachée par des événements chaotiques, l'enfant est obligé de devenir adulte par une certaine génération spontanée. Donc, il ne grandit plus comme avant. Les pays qui sont dans des conflits, dans des guerres, produisent des enfances vieilles. Et là, en l'occurrence, Michel, il a 11 ans, comme moi, j'avais 11 ans au moment de l'assassinat en du président, en 1977. Donc, j'ai reconvoqué les échos que j'avais à cette période-là. J'ai reconvoqué mon enfance. J'avais 11 ans à Pointe-Noire, dans le quartier Vungu, comme ce personnage. Et mettre un enfant dans un roman, ce n'est pas possible, ce n'est pas facile. On demande au lecteur d'oublier son présent pour se catapulter dans le passé. Et moi, je pense que quand je vois Pointe-Noire, j'ai toujours vu une ville jeune, belle, et dans cette ville, je suis resté l'enfant que j'ai été. Parce que j'ai quitté le Congo à l'âge de 22 ans, 21, 22 ans, et que je pense avoir cristallisé assez de souvenirs dans l'enfance pour donner ce que ça donne aujourd'hui dans mon parcours. Donc, raison pour laquelle ici, la fonction de la narration est, comment dirais-je, testimoniale. Et testimoniale, parce que j'avais constaté quand même aussi dans notre littérature, nous avons tendance à esquiver la question de l'histoire du Congo, comme si le chemin était émaillé d'épines ou de clous qui étaient là, et les gens préfèrent pas prendre ce qu'on appelle les catisages. Je prends l'itinéraire bis pour éviter l'itinéraire principal. Et bien dans ce roman, je me suis dit, je prends l'itinéraire principal, quitte à ce qu'il soit émaillé de piments, de punaises, des rapalmis, des civettes. Et bien j'ai pris cela dans la nuit, dans la pluie, dans le chaos total. L'histoire du Congo est un roman vivant. Dont personne ne veut brasser les pages. Et bien le petit Michel y est entré. L'histoire du Congo narrée par un enfant, Alema Bankou, est-ce que c'est pas un faux fouillon en se disant on va mettre un enfant comme ça, les critiques ne pourront pas m'accuser moi en tant qu'adulte de pouvoir, je dirais, revenir sur une histoire que personne ne veut voir. Non, mais je pense que ceux qui me connaissent, ceux qui ont lu mes livres savent que je n'ai pas l'habitude de porter un masque lorsque je vais dire une vérité. Et que la présence de cet enfant qui parle aussi est une nécessité pour la lisibilité. Moi, je voudrais écrire un roman qui traite de l'histoire du Congo et dont la lecture serait populaire. C'est un roman, vous le mettez avec un enfant de 10, 11 ans, il va le comprendre, puisqu'il parle dans ce sens. Et je ne fuis pas peut-être le système, puisque en mettant des personnages comme Maman Pauline, Papa Roger, Tonton René, ce sont mes propres parents qu'on a vus dans Lumière de Pointe-Noire, qu'on a vus dans Demain j'aurai 20 ans. Je donne en réalité toutes mes clés à tout le monde pour rentrer dans mon appartement sans frapper. Et pourtant, Alema Bankou, certains aujourd'hui dans vos détracteurs attaquent plus l'adulte que l'enfant en fait. Finalement. Oh, mais vous savez, les détracteurs ont l'art de dribbler et d'aller marquer finalement dans leur propre camp. Moi, je ne suis pas offusqué lorsqu'on me critique personnellement, c'est qu'on n'a rien trouvé dans les livres. Le livre, il est là. Déjà, pour critiquer, il faut le lire. Et quand on le lit, les faits qui sont racontés, que ce soit l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, les Diawara, les Kimbwalankaya, les Marie Ngouabi, tout cela, ce sont des faits. Et jusqu'alors, je ne vois aucun détracteur arriver avec une tronçonneuse historique pour dire ça s'est pas passé en 72. Non, parce que je me suis documenté et parce que non seulement je me suis documenté, en me documentant, j'ai vu mes propres empreintes à l'intérieur de l'histoire du Congo, puisque je suis un fils, finalement, de cette époque de l'assassinat du président Marie Ngouabi. Voilà, donc le mot est lâché, l'assassinat de Marie Ngouabi, et c'est le principal sujet dans ce livre. Alors c'est quand même un livre, Alema Bankou, je dirais pas qu'il est écrit en 3 jours, mais qui prend l'histoire du Congo sur 3 jours. Oui. C'est le lendemain du 18 mars jusqu'au 21. Voilà. Alors, restons maintenant avec cet homme Marie Ngouabi. Déjà vous, en tant qu'enfant, quel souvenir avez-vous de Marie Ngouabi déjà? Le souvenir de Marie Ngouabi, puisque nous étions tous les pionniers de la Révolution, on avait cette tenue kaki, on allait faire l'idéologie, on avait des groupes vocaux, nous avions un certain enthousiasme. On passait au socialisme scientifique, on voyait ce président qui était tout jeune, qui avait de la gouaille, qui était respecté à travers les autres États. Nous pensions à cette époque-là que peut-être que l'histoire nous avait donné un guide.
Mais moi, j'ai constaté aussi que chaque fois que l'histoire essaye de sortir un lampadaire dans les ténèbres de l'histoire d'un pays, eh bien, ce lampadaire est souvent décapité par ceux qui ont peur qu'on voit dans la clarté de la lumière les traquenards et les coups fourrés qui se sont passés à l'intérieur. Nous étions contents d'avoir ce président Marien Ngouabi, même si jeunes, nous ne comprenions pas les arcanes de la politique. Alema Bancour, Marien Ngouabi a été tué et cet assassinat aujourd'hui reste en fait une part d'ombre dans l'histoire du Congo. Jusqu'à maintenant, les auteurs, on ne les connaît pas. Là, vous avez un comité militaire du parti, vous avez un parti. Finalement, pour vous, quelle est la responsabilité du comité militaire du parti, notamment des hommes que vous ciblez quand on vous lit par rapport à la mort de Marien Ngouabi? Moi, je pense que je suis parti du fait historique. J'ai lu à peu près tout ce que les historiens ont écrit ici et là, les articles de fond, les éléments, les biographies, tout ce qui a été écrit sur l'assassinat du président Marien Ngouabi, même sur l'histoire du Congo. Et je pense que ça reste un roman national. Tout est fait pour que nous ayons toujours des pistes parallèles pour brouiller peut-être l'intelligibilité de l'histoire en nous donnant les éléments à gauche et à droite. Et moi, j'ai procédé même par la réécoute de tout ce qui s'est passé pendant les conférences nationales au Congo-Brazzaville, quand les gens venaient témoigner, quand on a été paré des bonnes intentions pour se dire que voilà, nous allons lancer le pays en avant, on va chercher l'unité nationale. Et concrètement, moi, j'ai vu que la présence du comité militaire du parti à cette époque-là, la présence, la rapidité, la succession des événements fait que moi, je suis persuadé qu'il y a toujours aujourd'hui, dans l'histoire du Congo, des gens qui savent quelque chose sur la mort du président Marien Ngouabi, mais qui ne peuvent pas dire parce que l'histoire est lourde à porter. Et mon personnage, c'est un innocent, c'est un naïf. Il laisse les pistes au lecteur de voir quelle a été la version du gouvernement, quelle a été la version des médias étrangers, et puis quelles ont été les versions des protagonistes. Lorsque je fais parler un fils de Marien Ngouabi à l'intérieur, pour ne pas le citer, c'est je crois Ngouabi Junior qui parle dans le roman, il a sa version, mais quand vous écoutez aussi les Ontsou, ils ont leur version, quand vous écoutez aussi du côté des Kimwalankaya, on a des versions. Moi, je voulais donner à l'histoire congolaise des pistes sans pour autant pointer mon doigt sur un seul individu. Mais bien entendu, les Congolais, on aime bien cette sorte de direction. Voilà, on aime qu'on dit « voilà l'homme ». Moi, je ne dis pas « voilà l'homme », moi je dis « voilà l'histoire avec des hommes ». Vous la lisez avec l'objectivité. Alors, ces hommes-là, on peut les comptabiliser, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Ils sont 11. Les 11 Certains sont déjà partis. Mais il y a deux membres influents que le narrateur aussi souligne. Yombi et puis Sassou. Bon, je pense que parmi ces deux, l'assassin est là. On le sait. C'est pas la peine de se voler la face. Il règne jusqu'à présent d'ailleurs. Je pense que le roman ne le dit pas. Non, non, le dit pas. D'ailleurs, il y a une scène dans une sorte de point de vue externe. Oui. C'est une scène d'ailleurs, et c'est très habile de votre part, parce que je suis revenu, je me suis dit, mais on ne connaît pas ces personnages, c'est devant la parcelle. Oui. Michel est là. Oui. Il fait un peu nuit. Oui. Donc là, je me suis dit, ah, là, Alain nous entraîne dans un point de vue externe, donc nous ne voyons pas ces personnages. Voilà. Mais il prononce une phrase que oui, mais c'est un problème entre eux. Voilà. Bien, là, je me suis posé plusieurs questions. Voyez-vous, il y a plusieurs romans dans ma vie qui m'ont emmerdé, moi. Oui. Des romans très célèbres. Le Malaise, de Chinois Achebe, Le Soleil des Indépendances, de Kourouma. Et même son dernier roman avant qu'il ne rende l'âme, qu'il ne rejoigne les limbes, Allah est obligé. Ce sont des romans qui m'ont emmerdé dans ma vie parce que ce sont des romans que je considère comme étant politiquement corrects. Oui. Écrits à la mesure de la demande de l'Occident, qui décrivent mais qui n'analysent pas. Oui. Alors là, nous sommes au Congo, c'est un meurtre, chacun le sait, que Sassou a buté son frère Ngouabi. Ça, on ne va pas le cacher. On le sait. Bon, maintenant, pour quelles raisons? Est-ce que, là, je me suis dit, est-ce que n'eût-il pas fallu une analyse approfondie ou bien de laisser des pistes? Quelque part, j'ai vu, on parle du pétrole, ceci. On le sait que Sassou n'a pas liquidé Ngouabi pour des raisons tribalistes, non. Ou bien tribalistes, c'est pas moi.
Sassou a liquidé Ngouabi parce qu'il y avait une raison majeure. Mais Sassou n'a pas liquidé Ngouabi de son propre chef, non. Et comme il est peureux, ce gars, il suffit de voir comment il se promène avec 1000 militaires autour de lui. Donc, il avait l'aval de Dieu le Père Tout-Puissant, ou bien de quelques forces occultes. Donc, je crois qu'il y a un problème majeur que bon nombre de Congolais oublient, c'est la cupidité qui a présidé à la décision de supprimer Ngouabi. Quelques jours après l'assassinat de Ngouabi, Sassou signe un contrat pétrolier avec une grande compagnie pétrolière. Mais à quel titre? Il n'était pas le vice-président, il n'était pas le président, il n'était pas ministre du pétrole, il n'était pas directeur du pétrole, mais il signe un contrat. Donc, le malheur du Congo, en fait, en quelque sorte, comme j'ai suivi une discussion sur Facebook, Ngouabi le situe au lendemain du 15 août 63. Non, le malheur du Congo commence le jour où Sassou est né. Parce qu'il est venu avec sa cupidité et cela a présidé à l'assassinat de Domari Ngouabi. Ça, chacun le sait. Bon, on est ici dans le cadre du roman. Évidemment, le roman ne pouvait pas le dire, mais il suffisait quand même de laisser quelques pistes peut-être d'analyse. Et c'est là où je me suis dit, bon, est-ce que c'est un roman politiquement correct? Je ne sais pas. Où nous emmène Alain Bonkou, mais pourquoi ne nous donne pas vraiment des pistes costaudes? La question du pétrole est évoquée juste de façon, comment dirais-je, concise, comme ça, une phrase est lâchée. Et puis, on ne comprend pas, en fait. Moi, je ne comprends pas la raison dans le roman qui a présidé à l'assassinat de Ngouabi. Donc, ce n'est pas le sujet du roman. Ce n'est qu'un point de départ, l'assassinat. Parce que l'intrigue se noue autour de Kimbwa Lankaya. La famille vit un drame. En fait, c'est un drame familial. Donc, dans le roman, il faut le... Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu. Ah oui, mais vous aurez raison de le dire, parce que mon livre n'est pas un roman écrit pour essayer d'élucider l'assassinat du président Ngouabi. Pour moi, l'assassinat du président Marien Ngouabi marque un top de départ dans notre histoire contemporaine. 1977, c'est pas une année de promenade de santé. Non, pas du tout. Déjà, nous avions la plupart des héros africains qui ont été décapités à gauche et à droite. On avait perdu les Oumniobé, on avait perdu les Lumumba, Amical Cabral, etc., etc. Ce sont des années qui marquent la culture de la violence en Afrique. Donc, ce n'est pas un roman qui est un roman d'investigation. C'est un roman qui étudie les conséquences d'un assassinat sur une petite famille de Pointe-Noire qui vit dans un quartier Vungu dont la mère ne fait que vendre des arachides au grand marché de Pointe-Noire. Et des bananes. Et des régimes de bananes. Et vous voyez même que souvent, la mère dit, mais avec ce coup d'État, que va devenir mon commerce des bananes? Et l'enfant dit, mais avec ce coup d'État, que va devenir mon chien qui s'est échappé? Voilà, Mbouamabé. Donc, c'est une structure sociale. Et évidemment, moi, je pense qu'au lieu de démontrer, moi, j'ai plutôt mis des personnages en exerce. C'est pour ça que je ne pouvais pas prendre les sentiments des individus, qu'est-ce qu'ils pensent de l'assassinat. Non, on est dans un point de vue interne. On est dans un point de vue interne. Moi, je ne suis pas un historien qui viendrait faire un peu des rééditions de contes, si quelque chose. On n'attend pas que, dans un roman, à la page 13, on vous dise, voilà la liste des assassins. C'est-à-dire, la liste des assassins, peu importe. Dans leur âme, les Congolais savent quelle a été la photographie ce 18 mars 1977. Donc, ce n'est pas de l'inquisition, c'est plutôt une convocation à la relecture de notre histoire. Messieurs, on va vers une pause et nous revenons tout à l'heure. Bienvenue sur Ziana TV. Cuisine Yambote na Ziana TV. Oye Ibola Mouna Ziana TV. Welcome to Ziana TV. Pour être au cœur des diasporas, nous avons décidé de lancer la nouvelle saison à Oslo en Norvège. Une saison riche, diversifiée, de surprises. Nous serons au cœur de votre actualité. Peu importe où vous vous trouvez, en Europe ou en Asie, en Afrique ou en Amérique, Ziana TV vous accompagne. Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas.
Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez donc Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Retour sur cet entretien spécial avec Alema Bankou. Je rappelle donc, Alema Bankou vient de publier Les Cigognes sont immortelles. Nous abordons avec lui un sujet quand même qui est très important et qui fait partie, je dirais, de l'histoire du Congo, la mort de Marien Ngouabi. Alema Bankou, restons sur la mort de Marien Ngouabi. Oui. Dans le livre, on voit quand même des aspects plus ou moins liés au tribalisme. Il y a des nordistes, il y a des sudistes. Entre-temps, on se renvoie la balle en disant, ben, les nordistes, c'est entre vous, débrouillez-vous. En même temps, on voit quand même que parmi les gens qu'on massacre en premier, ce sont les sudistes. Est-ce que là, vous n'abordez pas cette question du tribalisme en se disant, quelque part, si Marien est mort, c'est pas pour rien et cela perpétue quand même un peu cet esprit que nous avons jusqu'à aujourd'hui en train de gérer le nord et le sud par rapport à la question politique congolaise. Eh bien, il y a des pistes. C'est pour ça que je pense que le roman aussi doit se lire comme le roman sentimental de l'histoire du Congo, parce que il y a des grands personnages dans ce roman qui ont une amitié malgré leurs divergences régionales. Je veux dire que Kimbwala Nkaya et Marien Ngouabi se connaissent. Oui, ils étaient à l'école, ils étaient à l'école, ils étaient des grands amis. Donc, il n'y avait pas de distinction en disant Kimbwala Nkaya est du sud, Marien Ngouabi est du nord. Non, il y avait cette sorte de... On voit Massamba Deba qui est reçu avec le cardinal Lébi Bianda du côté de Marien Ngouabi à la veille ou quelques jours avant l'assassinat. On voit cette sorte de désir d'unité nationale. Et je pense que le tribalisme est un des mots inventé ou conforté par notre société pour installer une certaine séparation, alors que nous rêvons d'une unité nationale. Nous rêvons de cette carte d'identité qui ne mettrait pas forcément la région d'un Congolais, parce que nous formons un Congo unique. Nous sommes tous du royaume Congo, qu'on soit du nord, du sud ou de l'est, et on voit que cela existait et que l'ethnie va se diviser. Si vous regardez pratiquement la composition déjà du comité militaire du parti qui a succédé à l'assassinat du président Marien Ngouabi, déjà le comité militaire du parti installe la culture de la division ethnique dans le pays. Et elle se perpétue aujourd'hui. Voilà, elle se perpétue en ayant 90% des membres du Nord et on donne quelques broutilles dans le Sud. Donc la composition elle-même était déjà une couleur annoncée par le comité militaire du parti. C'était un point qui m'a beaucoup gêné dans le roman d'ailleurs. Comment dirais-je, ce ruissellement ininterrompu du détail régionaliste. Voilà, cette femme qui est Larry, voilà, ils sont partis de Brazzaville en passant par le Poul pour se retrouver dans la Bouenza où ils seraient en lieu sûr. Ce genre de détails m'ont un peu gêné. Je me suis dit qu'est-ce qui se passait, mais la mort de Kimbwala Nkaya, je crois qu'au Congo, les historiens, peut-être citons, et qu'il reste encore des historiens au Congo, y répondront. Je ne pense pas qu'elle soit liée à une cause tribaliste et régionaliste. Parce que si tout ce monde a été liquidé par Sassou, c'est parce que Sassou n'a pas lu Machiavel. Sassou est beaucoup plus Mazarin, en fait, pragmatique. Il sait que pour régner, il doit éliminer tous ceux qu'il craint. Parce qu'on n'élimine pas la personne qu'on n'aime pas, mais on élimine la personne que l'on craint. Donc, Kimbwala Nkaya, c'était un grand militaire, et jusqu'à présent, moi, j'en connais des gens qui en parlent. Mes grands, mes papas, qu'on est là autour d'une bière, Kimbwala Nkaya, c'est un grand monsieur. Donc, les gens ne comprennent pas pourquoi il a été liquidé devant ses enfants, au plateau de 15 ans, d'ailleurs, à côté de chez mon père Ndalaglaï, d'ailleurs. Donc, on ne comprend pas. Mais je pense que Sassou avait déjà prévu son règne, puisqu'il faut le rappeler que Sassou s'est fait seul. Ngouabi n'a pas fait Sassou. Non, c'est faux. C'est Sassou qui a fait Ngouabi. Et il le tenait. Donc voilà pourquoi il l'a zigouillé comme un petit rat comme ça. De toute façon, Ngouabi, bon, c'était un naïf. Donc, lui-même, il n'était pas un homme populaire. Mais non, ça, c'est vous que le dire. Donc, je pense que la question du tribalisme au Congo, moi, je n'y crois pas. Et je ne serai sans doute pas écrivain parce que je refuse de croire au tribalisme. Moi, ici, sur la table, sous cette table, on a la preuve que le Congo, il n'y a pas de tribalisme. Un Bembe, un Lari, un Vili. Voilà, on est là, on va rigoler, on va boire, on va manger. C'est Sassou qui se sert du tribalisme pour dire à son clan, et non pas à son ethnie. Parce que ce ne sont pas tous les embauchés qui profitent du pouvoir de Sassou. Non pas son ethnie, mais son clan. Pour dire que, écoutez, Dabira l'a dit, ou bien c'est pas quelqu'un dans un procès récent, que si nous partons, qu'allons-nous devenir? Tout ça, ce sont des manigances, des magouilles qu'on essaie un peu de distiller dans l'imaginaire voilà, de l'ethnique. Voilà, il y a le tribalisme. Non,
Pour moi, le Congo n'est pas un pays différencié. C'est la revanche de l'abstrait sur le au niveau de la concret. gêne. Voilà, je pense que je voudrais souligner quelque chose à sa décharge, parce que parfois, s'il faut décharger le camion, à sa décharge, je dirais que Sassou Nguesso n'a pas inventé le tribalisme au Congo. Le tribalisme est un des éléments sur lesquels s'étaient appuyées les puissances coloniales pour installer. les Voilà, donc dictatures. je peux même dire, parce que les cultures africaines inscrivaient une certaine unité Exactement. clanique. Exactement. C'était pas des clans, c'est-à-dire la Exactement. profession que vous faisiez. Exactement. Le colonisateur est venu, à donner aux Africains l'idée que la tribu pouvait l'emporter sur l'idée de l'unité. Et on a eu l'exemple le plus frappant dans les années 1994 avec le génocide du Rwanda. Au Rwanda, les oui. Hutus et les Tutsis, ce ne sont pas des ethnies. Ces ethnies. Était Hutu celui qui possédait celui qui possédait beaucoup de terres. C'est-à-dire qu'il faisait de l'agriculture, il n'était pas sédentaire. Les Tutsis, c'est ceux qui possédaient plus de 10 vaches. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 10 vaches, aujourd'hui vous êtes Tutsi, et s'il y a 4 vaches qui sont mortes, il reste 6, vous redevenez Hutu. Donc, c'était une classification sociale. Et c'est ça, voilà. Et ce sont les Allemands d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, qui ont imposé cette idée d'ethnie Hutu, Tutsi. Mais je pense que le roman évite ça. D'ailleurs, de toute façon, le roman n'explique pas l'assassinat de Mariam Ngouabi par des raisons. Non, ça n'explique pas par des raisons tribalistes. La raison tribaliste est peut-être, et je pense même que la colère. Moi, c'est le détail qui m'a gêné. Le colère c'est un détail présent. On ne peut pas édulcorer la question tribaliste au Congo. Oui. La constitution du gouvernement. Quand vous constituez un comité militaire du parti dans lequel vous ne prenez pas la vraie photographie de votre pays, c'est que vous dites à ceux qui étaient censés comprendre que l'Union nationale mais il n'y avait pas que Demboshi, il y avait aussi un Vili, lui, Sylvain Goma. Oui, mais non, c'est le pourcentage. Oui, en termes de pourcentage. Voilà, en termes de pourcentage, c'est 90%, c'était du Nord. Et puis, je pense que lui, Sylvain Goma, n'avait pas un poids qui eût pu pousser quelqu'un. Je veux dire que vous avez le président qui était Yombi, et vous avez le vice-président qui était Sassou, et puis c'était pyramidal. Il fallait bien mettre quelques gens ici et là. Voilà, Alema Banco, parlons du PCT, puisque tous ces gens-là sont membres du PCT. Pour vous, quel est le rôle ou quelle est la place du PCT en fait dans cette histoire, notamment dans ce drame qu'on connaît par rapport à Mariam Ngouabi? Il est fondateur du PCT et grand ami de la jeunesse. Moi, je pense que le Parti congolais du travail, qui est le seul parti que nous avions connu à cette époque, puisque nous étions à l'époque du monopartisme, je ne sais même pas pourquoi créer un seul parti au lieu de laisser un pays sans parti dans ce sens. Donc, le Parti congolais du travail était, à cette époque-là, une sorte de fourre-tout dans lequel venaient peut-être s'agglutiner quelques forces centrifuges selon que vous étiez proche de la tête de série, si vous étiez proche du président ou pas proche du président du Parti congolais du travail. Peu importe votre région, puisque, disons-le encore, le Parti congolais du travail n'est pas un parti pour le Nord ou quelque chose, puisqu'on retrouvait, comme dans la photographie du comité militaire du parti, des gens du Nord, du Sud, de l'Est. Donc la responsabilité peut-être du PCT est d'avoir endoctriné le peuple pendant longtemps au point de lui faire croire qu'il n'y aurait pas un autre parti qui ferait l'opposition. Donc on réfléchissait avec une seule parcelle du cerveau. Notre cerveau était conditionné pour une pensée unique et une politique moutonnière. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un retour à la case de départ pour vous? Parce qu'on voit encore le PCT toujours là. Oui, il y a eu une transition, mais le PCT a repris la main. Et ses cadres sont aussi embourgeoisés, puisqu'à l'époque, vous voyez M. Malonga qui avait une Volvo par rapport à la tradition. Ça, c'est dans le roman. Oui, tout à fait. Et donc, aujourd'hui, on les voit maintenant en 4x4. aussi. Et les ventrus. Il y en a beaucoup, surtout. Moi, je pense que ça a changé. On peut pas. Le PCT d'aujourd'hui ne peut pas être perçu comme à l'époque où il y avait encore le mur de Berlin. Je pense que l'effondrement du mur de Berlin a rendu caduque pratiquement la division bipartite du monde. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes capitaliste et les autres, vous êtes socialistes. Et par voie de conséquence, aujourd'hui, moi je pense que même le Parti congolais du travail, c'est un parti qui, à lui-même, ne sait pas quel est son objectif principal. Est-ce que c'est celui de garder le pouvoir ? Et même à l'intérieur, j'ai cru lire dans la littérature politique que je vois ici et là, qu'à l'intérieur du Parti congolais du travail, on ne chante pas toujours la même chanson. Il y en a qui font un refrain fort, il y a d'autres qui font un refrain plus ou moins moyen, et puis on ne sait pas quelle est la politique.
le président est censé être au-dessus des partis. Donc si on écarte le président, il n'est pas du Parti congolais du travail, il est le président de la République au-dessus. Mais est-ce que nous avons déjà cette discipline intellectuelle qui voudrait qu'un parti peut contredire directement et publiquement l'autorité pour dire voilà ce qu'il faut faire? Non. Je pense que le PCT n'a jamais existé en fait au Congo. Et ça, il serait peut-être risqué ou bien on ferait une analyse biaisée que d'incriminer le PCT dans le règne de Sassou. Sassou ne se s'en fout du PCT. La preuve, il nous l'a donné lors de la dernière élection. Il n'a pas fait référence au PCT. Il s'est servi du PCT pour chasser Yombi parce que c'était à l'occasion d'un congrès. Mais le PCT est mort quand Diawara est mort. Parce que Ngouabi, il faut le répéter, n'a pas fondé le PCT. Le PCT, c'est Ange Diawara et Ambroise Noumazalaï. Mungunga Ngila a eu le nom. Ndalagra, qui est encore vivant, qui est ici à Paris, on peut aller lui poser la question, ou bien à Pierre Nzé, à Viltaneuse, ou bien à Henri Lopez aussi, puisqu'ils étaient là, eux. Ou bien même le petit frère de Ndalagra, Benjamin Ndala. Ils vont vous dire que quand Diawara a l'idée de créer un parti qui englobera tout le monde, parce que Ngouabi n'arrivait pas à dormir. Ngouabi n'arrivait pas à se faire à l'idée... ne supportait pas l'idée selon laquelle il avait accédé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Donc il fallait trouver quelque chose. Et c'est Diawara qui a l'idée de créer un parti, un grand parti, qui est un parti rassembleur avec Noumazalaï. Ndalagra se trouve à Pékin en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire, et c'est Diawara qui l'appelle, ils le font venir. Et au moment où Diawara décède et est assassiné en 72, c'en était fini du PCT. Aujourd'hui, il n'est peuplé que, comment dirais, c'est un conglomérat de tarés opportunistes. Ouais, ce sont des, comment dirais-je, des professionnels de la génuflexion, que moi je dirais, mais ils ont tous le gros ventre. Dans le roman, et comme dirait quelqu'un, ce sont des raidis en quelque sorte. Vous voyez, le rouge à l'extérieur, blond dedans. S'ils n'ont pas de 4K de climatiseur chez eux, ils ne peuvent pas vivre. Et comme Sassou les a affamés, que vont-ils faire? Ils vont applaudir. Ah, papa Mokonzi, bambote na yo mingi. Ah, papa Mokonzi, betime pesanga mbote. Non. Donc, c'est ça. En fait, le PCT, c'est un parti qui mérite d'être éteint, mais ça n'existe pas. Ça n'a aucun rôle. Dans le règne de Sassou, je pense puisque le pouvoir de Sassou vient de là-haut, de Dieu le Père, d'une compagnie pétrolière. Sassou ne règne que grâce à la compagnie pétrolière, depuis longtemps. Donc, ils sont fous du PCT, du CMP, ils s'en foutaient complètement. Je pense que ce serait vraiment injuste que d'incriminer les Pierre Ngolo, tout ça qui ne servent à rien, et puis voilà quoi. Mais en tout cas, ça, les historiens, ils répondront. Et d'ailleurs, le roman aussi ne le dit pas, que le PCT a eu un rôle majeur dans même l'assassinat de Marien Ngouabi. Mais par contre, le roman rappelle quand même, c'est vrai, la présence de Diawara, mais il y a aussi quand même Kimbo Lankaya qui est à côté. C'était Kimbo Lankaya. Ange Diawara était comme, en quelque sorte, les matières grises de l'idéologie qui était en train de naître. Donc ça a fédéré tout cela. Ouais. Ange Diawara, parce qu'il y avait cette popularité même auprès de la jeunesse. Ce charisme. Kimbo Lankaya, parce qu'il y avait ce côté de haut rang militaire venu de Saint-Cyr. Mais ça, le roman le rappelle. Bien sûr. Oui, le rappelle, oui, c'est ça. Voilà. Allez, Mabankou, en vous lisant quelque part, aujourd'hui nous savons que vous portez un concept qui est la révolution du bassin du Congo. Alors, le petit Michel, ici, dans ce livre, part dans les cigognes blanches, et quelque part, on peut lire: nous sommes les cigognes blanches de la révolution socialiste congolaise. Nous sautions de joie, nous applaudissions tout en nous moquant des pauvres Européens et de leurs présidents incapables de rester chefs jusqu'à leur mort. Nous étions flattés que le camarade Marien Ngouabi et les gens du gouvernement nous aiment du fond de leur cœur et nous donnent une grande mission comme celle-là, alors que dans les autres pays, les élèves n'avaient pas cette chance parce que les pauvres, leur président n'était pas le camarade Marien Ngouabi. Allez, Mabogo, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes la cigogne noire des dictatures du bassin du Congo? Mais non, je pense que dans la vie, il ne faut pas que les gens se trompent de cible de colère. Lorsque je parle, je ne dors pas en me rasant avec une liste des personnes ou des personnalités que je n'aime pas. Mais pourtant, il y en a qui se reconnaissent, je veux dire, oui, dans vos mais propos. quand on se reconnaît, jusqu'alors, lorsque je m'exprime, je suis toujours dans une certaine objectivité et un respect du dialogue.
je n'ai jamais pris ma bouche pour aller insulter quelqu'un, pour aller diffamer comme quelqu'un. Ce que je dis, ce que j'écris sont des éléments objectifs qui sont vérifiables. Après, ce que les dictatures aiment, c'est de contrôler l'imaginaire d'un créateur. Parce que cet imaginaire n'a pas de zone interdite. Ma pensée n'a pas d'angle mort. J'ai une voiture qui va tout droit. Je peux regarder à gauche et à droite avec la sagesse d'un caméléon, parce que le caméléon n'est pas obligé de tourner sa tête pour voir venir les choses. Donc, je pense que, au fond, je ne peux pas dire que je suis la bête noire de quelqu'un ou quelque chose. On me donne un costume qui est tellement grand pour mes épaules que je suis obligé peut-être aussi de me nourrir et pour prendre du poids afin de le porter et qu'il soit élégant. Donc, les Congolais ont besoin d'un discours contradictoire. Le jour où au Congo, on va accepter que des voix soient divergentes, qu'on puisse discuter d'homme à homme ou de femme à femme, alors nous aurons fait un grand pas, plus important même que les premiers pas qui ont été faits dans les planètes au-dessus de nous là. Moi, je suis tout à fait d'accord, je partage son analyse, je partage son avis, et d'autant plus que en fait, c'est le rôle de l'intellectuel. Tout à fait. Que de se vêtir ce costume-là. Voilà, où est-ce qu'on en est avec cette révolution, Alema Bankou? Finalement, non, mais vous avez entendu, j'aurais occupé les plateaux avec ce concept nouveau. Beaucoup de jeunes vous ont suivi et attendent toujours. En fait. Non, mais il faut pas. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui prêche la haine. Je ne suis pas quelqu'un qui prêche le soulèvement de quelque manière que ce soit par les âmes ou quoi. Non. La révolution qui viendrait du bassin du Congo est une révolution qui prend conscience de la richesse culturelle que nous avons et qui utilise cette richesse dans le but de créer des conditions favorables aux générations futures pour la réécriture d'une histoire nouvelle au Congo. Et donc, cela veut dire que quand vous regardez la plupart des pays de l'Afrique centrale, nos écoles sont dans des conditions délabrées, nos élèves ont perdu des repères, on a des années blanches à cause de ce qui se passe, on a beaucoup d'argent. On a même des candidats à 85 ans, il est candidat à président de la République pour un 8e, 20e, 30e mandat. Ce qui est important pour moi, c'est surtout la jeunesse. C'est-à-dire que nul n'est éternel. La jeunesse, elle est éternelle parce que c'est un concept général. Il y aura toujours des jeunes dans quelques années, dans quelques décennies. Mais la révolution du bassin du Congo n'est pas un appel à la violence, n'est pas un appel à l'impolitesse. C'est une conscience, et je le fais à travers mes livres, c'est une conscience que le monde est divisé et désormais très diversifié. Et que le Congo, en se recroquevillant sur ses certitudes du passé, risque un jour de rater le train peut-être de cette mondialisation. Donc la révolution du bassin du Congo, c'est le refus de l'installation perpétuelle des dictatures. Parce que la zone de l'Afrique centrale demeure aujourd'hui le dernier lieu, le cœur des ténèbres des dictatures africaines, que ce soit au Congo-Brazzaville, au Gabon, en RDC, Centrafrique. Nous n'avons pas une certaine malédiction atavique. Moi, j'aimerais bien voir dans ces pays, Congo, et que des présidents qui ont fini leur mandat et qui peuvent aller faire des courses dans le marché sans être inquiétés que j'ai un bilan à défendre, j'ai des choses indues que j'ai prises au peuple, etc. Donc, il faut avoir une certaine liberté où il y a des anciens présidents qui peuvent se retrouver. Moi, ça me fait plaisir. Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que j'habite aux États-Unis. Quand j'ouvre la télé, pendant les obsèques de John McCain ou quoi, quand on voit l'ensemble des présidents qui sont encore vivants, vous avez les Jimmy Carter, ils sont là. Les démocrates et puis ils sont là. Oui. George Bush, le père, sont là. George Bush, le fils, ils sont là. Ils sont tous là. Ils se promènent, ils se réunissent. Citez-moi en Afrique centrale, un pays où vous avez des anciens présidents qui sont tranquilles, en train de vivre leur retraite et de faire bénéficier de leur sagesse les populations africaines. Moi, j'en connais. Pas. Si. Lequel? Au Ghana. C'est pas l'Afrique centrale. Pardon. Autant pour moi. Je voulais, pour parler de la révolution du bassin du Congo, en fait, on est toujours dans le paradigme fin-moyen. Oui. Donc, à la fin, ce serait cette révolution, le bassin maintenant le moyen. Est-ce que sans la violence, sommes-nous sûrs que ces dictateurs-là partiront demain, de leur propre chef? La violence n'a jamais été une solution. La violence n'a jamais été une solution, mais
on peut aussi se poser la question de savoir à quel moment la violence a-t-elle un sens. Écoutez, on a eu 2 guerres civiles au Congo-Brazzaville. Mais ce n'était pas des guerres civiles. Bon, mais non. Vous appelez ça comme... On a eu des conflits, disons. Il y en a eu des conflits civils. Est-ce que ça a réglé on a des nos problèmes? bandits, des gangsters, Ça n'a pas réglé. Non, ça n'a pas réglé. Voilà. Parce que là, la guerre est commanditée de là-haut, parce que ça c'est comment dirais-je, des affrontements pour le contrôle du pétrole, pour la manne pétrolière. C'est tout ce qui mine en fait le problème du Congo. Mais je pense que sans une insurrection, et toute insurrection, toute révolution implique quelques violences. Donc, parce que dire que on va arriver à la révolution comme ça, tranquillement, en marchant, en s'embrassant dans la rue, en prenant nos biens, comme dirait mon petit frère Salah, je pense qu'on en a encore pour 1000 ans. Non. Et toute révolution implique des sacrifices. Et le drame peut-être que vit l'Afrique centrale, c'est l'incapacité en fait des opposants surtout, ou bien de l'élite, pour ne pas dire des intellectuels, à ne pas comprendre, comment dirais-je, c'est leur incapacité à ne pas comprendre les enjeux fondamentaux. Vous avez évoqué la jeunesse. La jeunesse est un enjeu fondamental. Oui. Tout homme devrait penser à la jeunesse. Oui, comme le disait Staline, que voilà, tout homme d'État, c'est celui qui pense à la jeunesse. Est-ce que l'élite africaine l'a-t-elle compris? C'est justement ça. Bon, maintenant, si vous l'avez compris, par quels moyens allez-vous arriver à destination? Allez, Mabankou, vous allez répondre tout à l'heure. On va juste faire une pause. La question est posée, les moyens, et vous répondrez tout à l'heure. Bienvenue sur Ziana TV. Cuisine Yambote na Ziana TV. Oye Ibola Muna Ziana TV. Welcome to Ziana TV. Pour être au cœur des Nous diasporas, avons décidé De lancer la nouvelle saison, à Oslo en Norvège. une saison riche, Diversifiée, de surprises, nous serons au cœur de votre actualité. Peu importe où vous vous trouvez, en Europe ou en Asie. en Afrique ou en Amérique, Ziana TV vous accompagne. Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes donc en direct sur Ziana TV, bien sûr, un entretien spécial avec Alain Mabankou, l'auteur de ce roman, Les cigognes sont immortelles. Nous abordons donc l'actualité du Congo, l'actualité littéraire. Avec Bédel Baouna pour mener cet entretien. Alain Mabankou, la question vous a été posée, les moyens de cette révolution, vous avez cité qu'il fallait, peut-être pas se faire des bisous, mais le faire en se câlinant les uns les autres, puisque la violence ne résout pas. Et pourtant, on voit quand même l'impatience dans la ce question pays que je me pose, est-ce que chaque fois qu'on a besoin de révolutionner quelque chose, de revendiquer quelque chose, la culture de la violence, si vous faites une révolution avec la violence maintenant, ça veut dire que chaque fois que le peuple sera insatisfait, vous allez faire des violences comme méthode de résolution de conflits. Dans la violence, ce ne sont pas... Vous savez, en période de guerre, il vaut mieux être militaire que civil. Quand il y a une violence, c'est le peuple congolais qui en paye le prix. Et donc, moi, en tant que Congolais, en tant que celui qui est dans la culture congolaise sur le plan international, il serait illusoire et il serait même dangereux pour moi d'en appeler à ces jeunes qui ont confiance de moi de pratiquer la culture de la violence à la place de la culture du dialogue. Plusieurs fois, on a demandé des dialogues. Nous n'avons jamais été entendus. Le problème avec notre pays, c'est que chaque fois qu'ils font des dialogues, on le fait avec des gens qui sont d'une même couleur politique ou bien des opposants, des accompagnateurs, des pseudo-opposants qui sont payés pour être opposants. Hein, je l'ai dit que nous sommes dans le seul pays au monde où un opposant est payé pour être opposant. Oui. En général, les opposants bénéficient des fonds qui sont du contribuable versés à l'ensemble des partis. Et le rôle d'un opposant, ce n'est pas d'applaudir ou de tomber à pamoison devant le costume en tergal d'un président de la République. Le rôle d'un opposant, c'est de contredire dans la courtoisie la ligne politique en espérant que celle que l'opposant va proposer sur la table sera bien. Donc la violence n'est pas une solution et je pense que
certaines révolutions ont commencé par des attitudes, qu'on soit la révolution de Muguet du côté de l'autre côté, la révolution peut-être aussi celle qui permet à certains dictateurs de voir que le scénario est terminé, le film est terminé, il vaut mieux laisser à la jeunesse le soin d'écrire une autre histoire. Cher Alain, que diriez-vous de cette boutade de l'acteur américain Orson Welles? L'Italie a connu 100 ans de guerre. Oui. Et l'on est de sortir la Renaissance. La Suisse a connu 50 ans de paix et l'on est de sortir le lait au chocolat. Dire que... Oui, je pense que... Oui. C'est la continuité même de ce que dit Nietzsche. Il faut un chaos pour que naisse une étoile. Oui. Est-ce que c'est en se câlinant, pour reprendre la métaphore de Seyd Makosso, que nous allons arriver à destination à bon port? Non, je pense qu'on ne peut pas se payer ce risque. Nous sommes une population déjà qui a été endeuillée dans les années 90. Nous sommes une population qui est encore en train de subir des exactions criardes dans le pôle. Parce que là, ils se sont trompés d'enjeu. Là, les enjeux, c'était pour le contrôle de l'argent, de la manne pétrolière. Toutes les crises que le Congo a connues participent en fait de ce contrôle de la manne pétrolière. Mais est-ce que l'élite congolaise a-t-elle vraiment compris l'enjeu majeur du Congo? Parfois, on a le sentiment qu'on est devant un carrefour et qu'on ne sait pas quel chemin prendre. Et c'est ça parce que l'élite congolaise n'est pas devant une impasse, mais c'est parce qu'elle est une impasse elle-même, l'élite congolaise. Donc je pense qu'il faut vraiment y réfléchir. Quelles sont la fin et là, la finalité, c'est cette révolution. Oui, je comprends que la révolution, ça peut être aussi une attitude. Mais comment? Mais écoutez, aujourd'hui, si on en discute, si on en parle, s'il y a des livres qui s'écrivent, chaque élément qui réveille un pan de l'histoire afin de comprendre le pays et d'aller de l'avant, ça participe de ce combat de la révolution. C'est-à-dire, n'entendons jamais le mot révolution, ne l'associez jamais avec les flaques de sang ou des kalachnikovs. Non, pas du tout. Elle peut être personnelle, spirituelle. Une révolution personnelle. Je veux dire que les écrivains, les peintres, les politiciens s'emparent de l'idée que pendant longtemps, nous avons causé un peu des dommages à notre histoire du pays. Il est temps de s'asseoir pour se dire que le pouvoir n'est pas le monopole d'une seule famille. Au Congo, il n'y a pas qu'une seule famille qui est née avec déjà inscrit en tatouage éternel comme une liste de ceux qui vont se succéder pendant les décennies. Nous ne sommes pas un pays oligarchique. Et je pense que notre problème, c'est que depuis l'histoire de notre pays jusqu'à alors, le pouvoir a toujours gravité autour de ces mêmes personnages dont les noms n'ont pas encore été, en quelque sorte, lavés de tout soupçon sur la plupart des crimes qui se sont passés au Congo. Donc, on a fait des conférences nationales. C'est passé en l'air comme ça. Et dans le roman, vous savez, il y a la parole du petit Ngouabi qui est dans un certain anachronisme. L'enfant de Marie Ngouabi a sa version de l'assassinat. Exactement. Il a fallu, je l'ai mis dans le livre, la version de l'assassinat. C'était comme un récit enchâssé. C'était un récit enchâssé polyphonique. Polyphonique. À un moment donné, le narrateur s'arrête, c'est l'enfant de Ngouabi. Il se retire et maintenant c'est l'enfant de Ngouabi. L'enfant de Ngouabi qui est en train, c'est lui qu'on a perdu juste après la conférence nationale. C'est pour ça que le roman est dédié non seulement à l'immortel Marie Ngouabi, mais à Kimwa Lankaya, au fils de Marie Ngouabi et à toutes les cigognes qui volent au-dessus de nos têtes. Et si aujourd'hui, les victimes, vous savez, je n'ai jamais fait une émission politique pareille. Je n'ai jamais. Généralement, j'arrive, je discute du roman, mais dans la mesure où j'inscris la politique, l'histoire politique du Congo dans le roman, ça veut dire que nous avons avancé, nous avançons vers cette révolution. Beaucoup de Congolais, jusqu'alors, j'avais l'impression que les Congolais ne me lisaient pas. Mais après l'apparition de Sigone Sontimertel, je me dis, mais il y a trop de Congolais qui me lisent. Et ça fait du plaisir, parce que je les vois à travers les réseaux sociaux, à travers les signatures dans le monde. Si aujourd'hui, le livre s'est placé, par exemple, dans les 4e ventes en France, c'est qu'il y a un lectorat qui s'est rajouté. C'est quoi ce lectorat? Eh bien, c'est le lectorat des Africains, des Congolais, qui ont soif de connaissances. Le lectorat qui a soif de connaissances, Alma Bankou, c'est un lectorat francophone. Quel est votre problème avec la francophonie finalement? Vous avez déclaré il y a quelques jours sur France Inter, il faut le dire, que le français était la langue de la dictature. Or, vous savez quand même
que l'anglais aussi caresse certains dictateurs. Peut-être qu'ils sont des dictateurs gentils, ou sont des bons dictateurs par rapport aux dictateurs. Comme l'espagnol aussi. Hein. Quel est votre... Comme l'espagnol, tout à fait. Quel est votre problème, Alain Mabanko, avec la francophonie? Non, mais je pense que cette phrase a été un peu détournée de son sens. Quand on dit la langue française, c'est la langue de la dictature, c'était la phrase qui sortait de la bouche de Nicolas de Moron pendant l'émission que j'avais faite dans la matinale de France Inter à côté de Léa Salamé. Oui. Moi, j'ai conforté la chose en disant que, effectivement, en général, la plupart des dictateurs font partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Et ces dictateurs assujettissent leur peuple dans la langue française. Et allumez n'importe quelle télévision dans un pays de dictature, le président s'exprime en français. Et cette langue française ne méritait pas d'être utilisée à des desseins plutôt négatifs. La langue française devait être une langue de courtoisie, comme sont nos langues locales. Je veux dire, le lingala, c'est une langue de l'amour, c'est une langue de paix. Mais quand on commence à y injecter les venins de la division, ça devient délicat. Ma colère contre la francophonie, puisque vous le dites, c'est tout simplement parce que ça reste aujourd'hui un des derniers bastions de la France-Afrique, un moyen pour la France de poursuivre sa politique étrangère en se cachant sous le drap un peu blanc de l'innocence. Peut-être que ceux qui font le plus le mal à la politique africaine, aux nations africaines, eh bien, se regroupent en général à l'intérieur de cette organisation internationale de la francophonie. Si, par exemple, moi, je vais être un secrétaire général de la francophonie, je ne peux pas l'être, puisqu'il faut l'aval de mon président de la République d'origine. Vous pensez bien que ça ne va pas venir avec toute la musique qui va... allons-y, parce que j'aurai une liberté totale d'expression. Ce que je souhaiterais, c'est que l'Organisation internationale de la francophonie incarne la démocratie, soit comme une sorte de table sur laquelle on se dirait: vous ne pouvez pas être dans l'Organisation internationale de francophonie si vous ne remplissez pas certains des critères qui montrent qu'un État est libre, que la presse est libre, qu'on n'emprisonne pas les gens, que sans procès, qu'il n'y a pas des exécutions, qu'il n'y a pas des juges qui lancent des sentences, non pas au tribunal, mais à la télévision. Donc il y a quelque chose d'important qu'il faut installer là pour que le Congo soit ce pays que nous aimons tous. Oui, moi, si vous voulez, cher Sir Makosso, comment dirais-je, j'ai toujours distingué la francophonie de la langue. En fait. Oui. Francophonie en c'est tant que deux choses différentes. Ouais, non, parce que la francophonie, c'est pas seulement. La francophonie ne se réduit pas à la pratique de la langue française. C'est aussi un état d'esprit, une attitude, voilà, une manière d'être. Bon, moi, si vous voulez, je ne me dis pas francophone. Moi, je ne suis pas francophone. Non. Parce que vous vous exprimez en anglais. Hein. Non, non, non. Ah, non, mais j'y arrive. Oui, allez-y. Je m'exprime en français, j'écris en français, mais je ne suis pas francophone. Moi, je suis francophile. Nuance. Ça sera difficile à faire avaler comme couleur. Non, je suis francophile. Cheveux, je suis lariphone. Je suis lari, j'ai une langue maternelle. Donc, je pratique aussi le lari au quotidien, quand je discute avec mes amis, ou voilà, mon père au téléphone. Voilà. Donc, je pratique. Moi, je ne me considère pas comme un francophone. Je suis francophile. Celui qui aime la langue française. Et qui peut... Et qui la pratique. Et qui peut l'édulcorer. D'ailleurs, ce qui est fabuleux dans ce roman, j'ai relevé une phrase par exemple. Les gens, je ne sais pas quoi, parce qu'ils mangeaient l'argent de l'État. Voilà. Bon, on peut considérer que c'est une traduction directe, voilà. mais en français... Mais en fait, vous reprenez ce que disait Sonny Laboutansi, que le français, c'est comme un immeuble, voilà, et chaque locataire décore à sa façon. Donc, c'est ça. Donc, mais la francophonie en tant que telle, moi, en tant qu'institution, je n'y crois pas. Il n'y a qu'à voir les divergences, même pour envoyer des missions au Burundi, ici ou là. Ils ont été incapables de prendre des décisions. Donc, je me suis posé la question de savoir à quoi elle sert. Et je crois que le combat d'Alain Mabon, en fait, il ne mène pas un combat contre la francophonie, mais il n'adhère pas à l'idée de la francophonie telle qu'elle existe. Telle qu'elle existe, c'est ça la distinction. Telle qu'elle existe. Donc, en fait, du moins, c'est ce que j'ai cru comprendre, sans, voilà, caresser dans le sens du poil. Mais dire, en revanche, la fameuse phrase
que le français, c'est la langue de la dictature. Je me dis non, Museveni en Ouganda, c'est un grand dictateur, il parle anglais. Là, en ce moment, en Amérique latine, Maduro au Venezuela malmène les gens. Daniel Ortega au Guatemala malmène, il ne parle pas français, donc il parle espagnol. Et d'ailleurs, il serait très risqué peut-être, du moins à mon avis, de faire une analyse globale sur tous les pays qui pratiquent le français, surtout en Afrique centrale. Voyez-vous, ce ne sont pas tous les pays francophones qui vont mal. Le Bénin, c'est un pays francophone, mais il y a au moins une démarche, comment dirais-je, philosophique, politique, morale, qui consiste à aller vers l'avant. Même le Sénégal aussi, quoi qu'on en dise. Donc, ce sont des pays. Donc, on ne peut pas faire une analyse globale des pays qui bafouent la démocratie, qui fouent l'eau, puis même le droit le plus fondamental, même l'accès à l'eau potable est devenu un problème, surtout au Congo-Brazzaville, à Bakongo, Wenze, Tchalangaï, 3 jours, 4 jours sans eau potable, alors que Brazzaville, pas moins de 7 cours d'eau arrosent Brazzaville, donc c'est devenu problématique. C'est de tout ça, en fait, dont la francophonie devrait s'occuper, hélas, mais dans d'autres pays francophones, ça marche. Pourquoi diable en Afrique centrale ça ne marche pas? Eh bien, parce que, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est que cette sorte de mentalité coloniale est demeurée et que lorsqu'il s'agit de parler de la francophonie, la France a toujours considéré que ça faisait partie d'un département du ministère des Affaires étrangères. Donc, il faut détacher la francophonie du pacte qui la rattache au ministère des Affaires étrangères. La francophonie n'est pas un petit passe-droit de la France pour faire de la colonisation sans en avoir l'air de la faire. La francophonie devrait être cet échange, ce tabernacle dans lequel il y a l'échange des cultures, il y a les langues. La francophonie devrait aussi songer à protéger les autres langues. Parce que si la langue française doit être en bonne santé, ça ne doit pas être au détriment du lari, du kouyou, du mbembe, du mbossi, du velé, parce que ces langues congolaises portent en elles des univers. Exactement. Moi, quand j'écris, moi je suis un enfant de Pointe-Noire, dans le croisement des régions. Donc quand j'écris, j'ai picore dans la plupart de ces... Je n'ai pas même pas l'indépendance est arrivée dans son dos. Voilà. L'indépendance est arrivée dans son dos. Donc je picore dans les cultures générales. Donc, puisque nous sommes dans la francophonie, dans la langue, en fait, il y a une question que j'ai réservée pour la... Bientôt, on va arriver, je crois, au terme de cette émission. Revenons alors, aspect purement technique. Oui. Le style. Oui. Au début, j'ai le sentiment que vous commencez par un style transposé. Oui. Et vous enchaînez par un discours narrativisé. Oui. Là, j'ai reconnu l'admirateur de Garcia Marquez. Dans son temps de solitude, il n'y a quasiment pas de scène. La scène est noyée par le flot ininterrompu de la narration. En fait. Là, vous faites ça. Mais pourquoi le sujet... Mais c'est pour revenir, en fait, pour boucler la boucle à la question initiale. Pourquoi avoir fait le choix de ce narrateur qui ne s'implique pas? Parce que là, il y a beaucoup plus de distance. Le discours narrativisé, donc on marque la distance. Mais à la fin, ça change. Oui. Il devient un style direct, un direct libre. Là, il y a moins de distance. C'est parce qu'il veut s'impliquer par rapport à l'arrestation de Kimwalankaya, même de sa mère. De sa mère. Mais parce que, tout simplement, ce roman est à plusieurs étages. On a le niveau politique, mais le niveau familial est très important. Mais c'est l'intrigue, en fait. C'est le roman du courage de la femme congolaise, incarné par Maman Pauline. Mais c'est un caractère bien trompé. C'est le roman de l'Union révolutionnaire des femmes du Congo. L'URFC, il y a une scène terrible qui se passe chez Gaspard dans le grand marché de Pointe-Noire. Les femmes, c'est peut-être mon roman le plus féminin où les femmes peuvent montrer qu'elles tiennent l'économie. Parce qu'elles se réunissent dans un bar, elles font des associations, et l'héroïne principale, qui est Maman Pauline, peut-être rentre dans une certaine folie personnelle qui n'engage pas l'ensemble des femmes congolaises. Parce que sa colère aussi, c'est ça que je voulais mettre aussi parfois. Il ne faut pas toujours voir le diable de l'autre côté. Il arrive de certaines fois que nous-mêmes, nous perpétuons cette sorte de régionalisme où l'héroïne, parce qu'elle est du Sud, va vouloir se venger contre un nordiste, une nordiste qui n'a rien fait. Tout simplement, le tort de cette pauvre nordiste, c'est d'avoir peut-être le gouvernement qui a sa couleur. Est-ce que si quelqu'un d'autre avait écrit ce roman, quel personnage auriez-vous aimé?
moi, je vous le dis clairement, j'aime Papa Roger. Voilà un homme comme moi, en fait, mesuré, Oui. qui ne veut pas d'esclandre, Oui. qui empêche Pauline Kenguesson de se raser, de calmer. Mais il n'a pas la force de canaliser la fougue de Kinana ou de Mouberi, qui me semble être des extrémistes très dangereux même, à mon avis. Mais vous, quel personnage auriez-vous aimé? Je pense que le personnage que... Si vous n'avez pas écrit ce roman. Si je n'avais pas écrit ce roman, moi j'aurais aimé... c'est difficile de séparer Papa Roger de Maman Pauline. Parce que c'est... Pour moi, ça représentait deux faces complémentaires. Vous aviez un peu le côté de Maman Pauline qui n'est pas allée à l'école, mais qui en même moment essaye de comprendre les subtilités du pays. Et Papa Roger, c'est le père tranquille. C'est le modéré, ça calme tout le monde. C'est tout. Mais non. Et vous voyez même que lorsqu'il y a la colère de Maman Pauline vis-à-vis de cette grande commerçante nordiste du marché, c'est Papa Roger qui dit, mais attention, tu ne dois pas se liguer contre elle, le problème est ailleurs, etc. Exactement. Et les deux personnages me permettent de créer cet équilibre qu'on recherche au Congo, de comprendre que quand un individu est mauvais, ce n'est pas sa région qui explique sa dangerosité. Parce qu'il est mauvais individuellement et il essaie d'embriguer les gens. Le jour où on a quelqu'un qui est paré de bonnes intentions et qui pense d'abord le pays avant son nombril, vous allez voir, le Congo, il ira en marche. Les gens vont suivre. Exactement. Quand on deviendra aveugle vis-à-vis de nos couleurs politiques, alors le Congo verra se lever ce soleil qu'on attend depuis longtemps et qui vient d'ailleurs de tomber sur mon chapeau. Très bien, un soleil qui est clair, un soleil qui illumine Alain Mabankou. Merci pour cet entretien. En tout cas, merci pour cette longue discussion qui me permet aussi de voir un angle très propice aux Congolais. Mais évidemment, le livre a plusieurs autres thématiques. Ça intéresse les Camerounais, les Gabonais. Alain Mabankou, vous avez le roman devant vous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait? Je ne sais pas quelle est la page qui vous conviendrait. Qu'est-ce que vous voulez je rappelle juste qu'il y a une émission qui passe sur France Inter en ce moment. Il y a vos lectures. Mais bien sûr. Profitez, on ne dort pas là, mais au moins vous écoutez. Alors, encore des hommes, des femmes, des enfants qui vont, qui viennent, qui s'attroupent, qui discutent, qui ne sont pas d'accord sur la façon dont le camarade président Marien Ngouabi est mort. Et ils parlent tellement fort que c'est comme si j'étais avec eux. Il y en a un qui est chauve sur les côtés avec une touffe de cheveux au milieu qui hurle. C'est un complot militaire, tout le monde le sait. Faut pas chercher midi à 14h30. Les assassins du président Marien Ngouabi sont parmi les membres du comité militaire du parti. Un autre musclé comme Hercule lui répond, un complot militaire? C'est pas un complot militaire. Est-ce que tu connais la politique, toi? C'est lui-même, le camarade président Marien Ngouabi, qui a causé sa mort quand il essayait de comprendre comment marchait son nouveau pistolet que les soviétiques lui ont offert le 31 décembre passé pour son 38e anniversaire. Ah oui? Et pourquoi il a attendu presque 3 mois avant d'essayer ce pistolet? Est-ce que c'est à 14h30 qu'on essaye les pistolets, hein? Et puis le camarade président Marien Ngouabi est quelqu'un qui a fait Saint-Cyr. Et là-bas, pendant sa formation, il a essayé toutes les armes qui existent dans ce monde. Merci, sauf les films qu'il a. Voilà. Merci encore Alain Mabankou. Merci Bédiel Baouna. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'était un entretien spécial avec Alain Mabankou. Merci, le programme continue. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonjour, je suis Alain Mabankou. Suivez-moi sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas.